Bienvenue. Je te vois pas, Pierre, encore. Alors, apparemment, tu n'as pas autorisé la vidéo pour moi, je comprends pas. Attends, il faut que je te trouve. Je te vois pas. Alors, moi, je te vois. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, ouais, tout à fait. Mais alors, j'arrive pas à te. Attends, 2 petites secondes, parce que. Attends, j'arrive pas à te voir. Non, ça n'a rien à voir, c'est par rapport au Zoom. Non, non. Il Euh, m'entend bien. Vas-y, par contre, attends. Demander le démarrage vidéo. Vas-y, je t'ai redemandé là. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, là, non, malheureusement. Alors que j'appuie, il me dit que tu n'as pas autorisé la vidéo. Et pourtant, tu es Me autorisé concernant. chez moi, hein. Demander, renommer. Pourtant, pour moi, il y a le petit signal qui dit que c'est bon. Bien. Eh ben, Ok. magnifique, magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont déjà arrivées. Bon, tout d'abord, un mot de bienvenue, un mot de bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver après 15 jours. On s'est vu donc la dernière fois, on s'est parlé avec Bernard Noblet du domaine de la Romanée-Conti. Je pense qu'on a passé moi, j'ai le souvenir d'un moment vraiment délicieux. Et ce soir, on est en direct de Swap d'ailleurs. Donc, Pierre va vous faire le tour du propriétaire et il va se présenter dans un instant. Donc, un petit mot sur Swap d'ailleurs. Donc, Swap d'ailleurs est une cave en plein centre du Marais, donc à Paris. Et donc, ça va être à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc, le lieu de formation pour les formations de la Revue du Vin de France Académie et également Franck Thomas Formation pour la partie du centre de formation d'apprentis. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir dans cette cave magnifique qui est un des rares endroits à Paris où on trouve une sélection des vins du monde incroyable. Et c'est ce qu'on va balayer ce soir avec Pierre. Donc, on est extrêmement heureux de vous accueillir pour ce webinaire et partager ensemble notre passion du vin, notre amour pour le liquide sacré de Bacchus. Donc, Pierre, je vais te passer la parole et puis j'aimerais peut-être te poser une simple question pour démarrer en te présentant, parce que moi je te connais depuis quelques temps, mais ça serait bien si tu pouvais te présenter. Bien sûr. Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment super initiative, Franck. Moi, je suis Pierre Villapaléja. On se connaît depuis des années parce que je suis sommelier à la base. Franck, un des éminents sommeliers français. Et donc, on s'est connus par ce prisme, justement. Là, on est dans le cadre, justement, de la Revue du Vin de France, pour lequel je déguste depuis à peu près 5 ans maintenant. Ouais, Je suis donc membre tu es membre du comité de dégustation, c'est ça. Exactement, voilà. Donc, je suis en charge du Beaujolais pour le guide vert, donc notre guide Michelin à nous. Et justement, moi, je suis très content d'être là parce que c'est un terrain de jeu incroyable pour moi, parce que c'est une cave dédiée au vin du monde. Et dès que je suis rentré à la Revue du Vin de France, l'idée était justement de mettre en valeur, mettre en lumière les vignobles en dehors de France. Et, bien sûr, la Revue du Vin de France est dédiée aux vignobles hexagonaux. Pour autant, il est parfois bien d'avoir justement une petite ouverture d'esprit sur ce qui se passe ailleurs, s'enrichir de comment on peut gérer le changement climatique, des cépages intéressants, peut-être une autre viticulture, sans dénigrer bien sûr ce que nous faisons en France. Et donc, j'ai fait quelques dossiers ici et là. On a couvert Madère,
l'Australie, l'Afrique du Sud, la Californie, la Suisse. Là, j'ai rendu un autre papier sur la Suisse, justement pour s'enrichir de tout cela, donc avec des dossiers, des papiers de fond. Donc, quand je suis Alors, ici, c'est vraiment c'est la franchement, caverne, c'est la c'est la caverne caverne d'Ali Baba. d'Alibaba. Est-ce Exactement. que tu peux nous faire un petit tour comme ça Bien de... sûr. Alors, là, en fait, alors, je mets un petit masque, c'est important. Après, je refermerai la porte. Hein, Covid oblige. Donc, en fait, quand vous rentrez, je vais voir le secrétaire comme ça. Vous voyez bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. Donc là, vous êtes en pleine rue, dans le 3e. Et vous rentrez, vous avez, on plonge dans pas mal de vignobles différents. Là, majoritairement, pour ma part, européens. Je crois qu'il y avait 59 pays représentés ici. Donc, quand je vois des Pitnauer, des Wiener Gemeinschaftsrat en Autriche, il y a mille et une choses. Legitimo, qui est une référence au Portugal. Je ne sais pas vous donner de la tête, franchement. Domino de Viveil en Espagne, au nord-ouest de l'Espagne. À chaque fois, on voyage sans voyager, parce que c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas trop bouger maintenant. Mais là, en fait, c'est les bouteilles qui viennent à nous. Là, je viens de rentrer. Donc, ça me permet de retirer mon masque. Et il y avait une petite sélection de bons verres sympas avec. Ah ouais, donc il Colis. y a une onomatique, donc ça c'est quand même très sympa de. Ouais, donc Ouais. ça, c'est sympa. Des Schramsberg en Californie en bulle, des Miolo, donc Le Brésil. voilà, au Brésil. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai vu qu'il y avait des, euh, des vins japonais, des muscabellés avec Chanterre, qui est une des références ici. Là, quand on rentre, bah, il y a une grande salle. Je connaissais ici, mais je n'avais pas souvenir que c'était aussi grand. Justement, c'est là où tu fais les formations, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est là où on va faire les formations à partir du 1er janvier, au milieu de la cave, dans dans ce magnifique lieu, ouais. Voilà. Donc là, dès que tu balades un peu plus par là, bah, il y a une sélection. Là, il y a pas mal d'Australiens. J'ai vu d'autres vins, par exemple, libanais, syriens, israéliens. Et là-bas, là, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, parce que on a un peu C'est la le réserve flame avec secrète. avec des Vega Sicilia, les Montebello, qui sont voilà, une des références californiennes. Coulen, un des grands justement qui fait de très très beaux, soit des chardonnays, soit aussi des rouges vraiment délicieux. On a une référence en Barossa Valley ou Matoum. Voilà, mais à chaque fois, tu as que des trucs comme ça, Frankion, puis des effervescents, des pinots noirs délicieux. Donc, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, c'est vrai. Bah écoute, ça donne envie. Alors une petite question, Pierre, un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené au vin? Ah, écoute, qu'est-ce qui m'a amené au vin? C'est assez simple, en fait. Je me permets. Ça allait bien. Alors, c'était ce qui fait le vin, c'est-à-dire à la fois une personne qui avait une pédagogie exceptionnelle, qui s'appelle Franck Ramage, qui était mon prof de sommellerie. Quelqu'un qui est arrivé avec des mots simples à donner du sens à des sensations et à verbaliser beaucoup de choses avec beaucoup d'accessibilité. Et puis une bouteille de vin, c'était un Dagno qui m'a rendu complètement dingue. Un Dagno, c'était un pur sang 2004, pas un grand millésime, mais qui était fait par un interprète exceptionnel. Ah, pourquoi cette bouteille, elle t'a rendu dingue finalement? Je me suis rendu compte, grâce à elle, que j'étais en fait très sensible aux arômes. Je ne me rendais pas compte aussi qu'on pouvait avoir autant de sensations dans un vin, autant d'expressions, autant de nuances. Et c'est vrai que pour moi, c'était la rencontre avec la première grande bouteille. Donc, c'était clairement ça. En fait. Et donc, ça piquait une curiosité, tu mets le doigt, tu laisses le bras, et tout comme toujours. Après, il y a eu des concours qui ont fait que ça m'a permis Alors d'aller dans t'as aussi évolué avec quelques grands collègues de la sommellerie, ouais, puisque tu es passé au Crayon oui, avec David Biraud, donc qui a été meilleur sommelier de France et représentant de la France pendant de nombreuses années. ouais. C'était passionnant Ouais. cet épisode parce que quand je suis rentré au Crayon,
C'était la première fois où il passait le mondial en 2010 et peu de temps après, il présentait l'Europe, le meilleur sommet d'Europe. Donc, il a fait les podiums à chaque fois et être dans son équipe à ce moment-là, où justement on travaillait beaucoup sur les vignobles étrangers, parce qu'en France, globalement, on boit beaucoup de vin français, que ce soit pour nos clients et même les touristes qui viennent chez nous, ils ont envie de boire des beaux flacons français. Mais justement, il était extrêmement dynamique dans ce sens et c'était incroyable. Après, c'est vrai que dans le vin, il y a ceux que tu côtoies au quotidien, il y a tous les vignerons, à mon avis, là où tu apprends le plus, c'est quand même au contact des vignerons qui sont vraiment en prise directe avec leur terroir et t'expliquent au mieux justement les nuances. Donc, tu as toujours des vignerons qui te marquent plus et moi, c'est parmi, enfin voilà, c'est des rencontres comme ça qui ont pu forger un peu Et mon. après le Crayon, c'était la Après, j'ai Serre. fait la serre. Après, La j'ai fait Serre, la serre. quelle belle maison. C'est une culture des vieux millésimes, des 40, des 47, des 34, des 29. Ça, c'est extrêmement formateur parce qu'au tout début, on n'a pas forcément l'habitude de déguster des vins qui sont à soit maturité ou qui sont issus de grands millésimes et qui étaient vraiment faits pour la grande garde. Aujourd'hui, on a plus la culture du jeune vin qui peut être très intéressant, que ce soit pour le plaisir ou même pour les accords à table. Mais il y a quand même des pépites ici et là qu'il faut connaître. C'est pour ça que quand on goûte, je fais un petit clin d'œil quand même au vignoble français, quand on goûte Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui arrivent à faire des grands vins de cette capacité de garde avec ces nuances quand même. Donc la serre, c'était extrêmement formateur avec ça. Alors, j'ai une personne qui est admiratrice du petit sommelier parce qu'elle me dit bonsoir de Lyon et vive le petit sommelier. Ah, Donc, bon, alors, bonsoir. j'oserais faire une métaphore, Pierre, en disant que ton restaurant dont tu vas nous parler dans un petit instant est le petit sommelier, mais que toi, tu es plutôt un grand sommelier par la taille et par le talent. Alors, Alors, le talent, c'est très gentil, mais je ne pourrais pas en juger. La taille, c'est vrai que apparemment, je suis assez grand pour faire un peu plus d'1,90 m. Le petit sommelier, c'est une maison familiale qui a moi, j'ai été. commencé à déguster sans t'attendre, hein, mais Ah bah d'accord, sympa, on boit des non, coups et non. je suis même pas là. Le petit sommelier, une maison familiale que j'ai eu la chance de reprendre en 2015. Mes parents l'ont rebaptisé en 2009. Je venais de gagner un petit concours qui s'appelle le Chapoutier. Ils ont dit c'est un bon clin Ah, d'œil. Et petit sommelier, il ne faut pas que ce soit trop grand. petit concours, c'est quand même concours du meilleur élève, meilleur Oui, élève sommelier, c'est quand même déjà pas mal, hein. Ah, on a perdu Pierre, hein, j'ai l'impression. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a perdu Pierre. Bon, mais c'est pas grave. Je vais attendre qu'il revienne. Bon, en attendant qu'il revienne, je vais vous mettre le programme de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'avais prévu le sujet, on ne sait jamais, hein. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous annoncer le programme à venir, qui est au demeurant très savoureux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, on aura la chance de pouvoir, dès le 17 décembre, s'entretenir avec Cyril Tota, qui a écrit un magnifique outil qui s'appelle le toucher du vin, l'étoffe des terroirs. Là, c'est un outil de dégustation qui est très intéressant. Mi-janvier, on se retrouvera avec Romain Iltis, donc un autre collègue qui est meilleur sommelier de France. Alors, ce que vous n'avez pas dit, Pierre, mais il va revenir et nous rejoindre tout de suite, c'est qu'il est donc finaliste du concours du meilleur sommelier de France cette année. Pour 2020. Ensuite, on aura donc l'occasion de discuter avec Bruno Queugnoux qui nous fera un magnifique webinaire sur pourquoi le vin est-il si mystique, cette dimension un peu sacrée du vin. On s'entretiendra après avec Thierry Germain du domaine des Roches-Neuves sur 30 ans de révolution à Saumur-Champigny. Ensuite, Condrieu avec Emma et Christine Vernet, donc un domaine historique qui nous parleront de Georges Vernet, le fondateur de ce domaine. Et ensuite, le 9 mars, avec Christian Escriva, qui est tout simplement un biodynamiste qui travaille sur les huiles essentielles. Vous verrez, c'est un moment assez génial. Alors, Pierre, je pense que Pierre est en train de revenir, si tout va bien.
Est-ce que Pierre, tu es là? Est-ce qu'on a récupéré Pierre? Alors, ouais, Pierre est en train de se connecter. Pierre, tu es là? Non, j'ai pas toujours Pierre. Excusez juste 2 petites secondes. J'essaie de le récupérer. Bon, écoutez, je vais poursuivre à la place de Pierre. En attendant, comme on dit, ce sont les aléas du direct, hein. Donc Pierre nous parlait de son restaurant. Donc moi, je vous passerai une petite confidence puisque j'ai eu la chance d'accompagner Pierre. Moi, j'ai connu Pierre quand il sortait de chez Lasserre, hein. Donc moi, j'ai fait une formation pour l'équipe de sommellerie de Lasserre avec un autre grand sommelier, doublement meilleur ouvrier de France, puisqu'il est meilleur ouvrier de France sommelier et meilleur ouvrier de France maître d'hôtel, Antoine Pétrus, qui porte, dirons-le, un nom prédestiné. Pierre, tu es là? Bon, je suis là. Ah, magnifique. Désolé, il y a eu un petit problème de batterie tout simplement. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si tu peux remettre juste ta caméra. Évidemment, on va tout faire pour. Hop là. Ne t'inquiète pas, ce sont les aléas du direct, donc je me. Ah, moi, je n'ai pas l'habitude comme toi, hein. Tu sais, je vois bien que tu as fait l'exercice, c'est magnifique. Parfait, désolé. Donc, où en étais-tu? On parlait de ce que tu as fait quand tu es arrivé au Petit Sommelier. Donc voilà, moi je disais, voilà, je trahissais un petit peu le secret qu'on s'est connus quand tu étais chez la Serre et que j'ai eu le plaisir de t'accompagner, comme j'ai pu accompagner David en tant Oui. que coach. Voilà, et je disais que très modestement, tu t'es qualifié une fois de plus, et cette fois ce sera la bonne, pour la finale du concours du meilleur sommet de France cette année. Oui, 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 oui. Ah, tu es figé, Pierre. Alors j'ai plein de commentaires sympathiques où des personnes nous disent que le petit sommelier, une personne nous dit, Sébastien nous dit que le petit sommelier c'est sa table fétiche. Alors, il est certain que Pierre a une super équipe autour de lui. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc Pierre, je vais couper sa caméra, peut-être que ça va l'aider à se réactiver. Il va revenir, hein. Je suis désolé d'avoir quelques petits problèmes de connexion. Donc, Oui, en allez, effet, désolé. c'est pas grave, t'inquiète pas, il faut que tu remettes ta caméra. Donc, tu as tu as des supporters dans la salle qui disent, on croise les doigts. Très gentil, c'est très gentil. Ouais, il y a une personne qui demande aussi si vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous recevrez bien sûr les invitations pour les prochains. Euh, un, donc je te disais, oui, tu nous disais, parle-nous un petit peu peut-être du petit sommelier et qu'est-ce que tu y fais et comment tu y vis ta passion du vin. Ah, alors, ma volonté au petit sommelier à la base était dans un cadre bistrot classique parisien, de créer une carte des vins qui est le calibre d'un restaurant étoilé. C'est-à-dire qu'il y a 1000 références, il y a une trentaine de vins au verre, on a 14 bouteilles en cave, avec une ouverture sur les vins du monde, il y a 20% de vins étrangers. Mais il faut avoir une tarification plus douce et aussi et surtout avoir autant de profondeur sur les grands vignerons, des millésimes à maturité. Pour moi, c'était extrêmement important car je pense qu'un sommelier, c'est d'abord et surtout une personne qui s'adapte au moment et donc les vins, on peut raconter plusieurs histoires, mais il faut pouvoir justement être au plus juste par rapport à la situation. Et avoir une grande cave, ça permet justement cela, que ce soit réagir par rapport à une humeur, par rapport à un plat, par rapport à une célébration, par rapport à des circonstances, tout cela. Et donc, mais tout en parlant avec simplicité du vin, on peut parler d'une très grande bouteille je sais pas, de Rich Montebello, d'un Romanée Conti ou d'un Muscadet, avec des mots simples, des mots du cœur, et qui donnent envie. Et il y a tout autant de grandeur dans ces trois vins. Et justement,
ne pas prendre certaines fois le client de haut, comme si ça peut arriver, être vraiment à son écoute et utiliser justement une terminologie simple. Pour moi, c'était extrêmement important. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est finalement, nous les sommeliers, faut jamais oublier que on est juste là pour donner du plaisir au client. On n'est pas là pour lui donner une leçon. Et je pense qu'une des grandes qualités dont un sommelier doit faire preuve, c'est la notion d'humilité. On est au service du client pour lui donner de la transmission, du bonheur. Et moi, je me souviens d'une anecdote quand j'ai commencé à 17 ans en apprentissage dans un restaurant qui s'appelait l'Auberge de l'Estérel à l'époque dans le sud, qui avait une étoile Michelin. Et il y avait un vieux sommelier et moi là voilà j'étais commis de salle et il y avait un monsieur qui était arrivé très énervé etc. Et le monsieur était parti avec le sourire et ce vieux sommelier qui s'appelait Constant m'a dit tu vois gamin tu feras bien ton métier quand les gens arriveront un peu énervés qui repartiront avec le sourire. C'est une très belle leçon et ce qui est assez vrai d'ailleurs. Oui, c'est extrêmement vrai. Parfois on essuie un peu on prend 2-3 coups au début, mais certains convives sont encore plus ravis quand voilà, ils sortent heureux de nos salles de restaurant. C'est très vrai. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Il y a plusieurs commentaires que je te partage. Donc, il y a quelqu'un qui apparemment est venu, je pense que c'est Tran, qui est venu plusieurs fois chez toi, et en tout cas qui a dit qu'il avait eu beaucoup de plaisir avec des bouteilles de Munier et de chez Dujac de chez toi. Donc, écoute, on a ce type de flacon en effet. Bon, après, ça fait partie des très grands noms de la Bourgogne et on est content de les avoir. Bah, merci et bonsoir. Et on a une autre personne qui s'appelle Léa, voilà, qui dit c'est ce magnifique restaurant qui m'a donné envie de suivre ma passion. Oh, bah écoute, Et de me réorienter professionnellement dans ce domaine. Merci pour votre humilité. Bah, ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça, parce que ça être voilà, une source au début de reconversion, c'est quelque chose de très fort. Donc, j'espère que ça se passe bien. On espère aussi. Je voulais te poser une question, Pierre. On a intitulé cet échange Les grands terroirs du monde. Donc, on parle souvent de terroir. Donc, la revue des vins de France, et par son extension école, la revue des vins de France Académie, a mis au cœur de ses pratiques le terroir. Et donc, l'idée, c'est peut-être, le terroir, c'est d'abord un concept français, ensuite un concept européen. Et ça serait peut-être intéressant de le voir. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes premiers voyages en 97, 98, 2000, 2003, etc. à l'étranger. Entre autres, je me souviens d'un voyage que j'avais fait en 99 avec Gérard Marjon et toute une équipe en APA. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était dans un discours très cépage, acclimatation du cépage sur le lieu, et un discours aussi au niveau de la cuverie, en disant voilà, il faut le meilleur matériel, les meilleures cuves, etc., pour maîtriser la technique. Et c'est vrai que finalement, quand on visitait des domaines, par exemple en Californie, on parlait pas forcément du sol, on parlait pas forcément de l'adéquation de la compréhension de ça. Et j'aimerais que tu nous partages peut-être toi ta vision déjà de ce qu'est le terroir en France et comment ça s'exprime en Europe et aussi dans les pays. J'ai pas envie de dire nouveau monde, ancien monde, c'est un peu clivant, mais voilà, dans les autres pays, voilà. Moi j'ai un petit avis, mais j'aimerais bien partager ça avec toi. Écoute, c'est une vaste question qui est passionnante et qui en même temps peut résumer un peu dans sa réponse, on va dire des conceptions qui sont quand même non pas diamétralement opposées, mais on voit qu'il n'y a pas forcément le même mode de pensée. Si on pense vraiment à la notion de terroir, alors on pense de manière très française, parce que c'est un mot qu'on utilise quasiment partout dans le monde. Il n'y a pas forcément d'équivalence. Beaucoup de vignerons du Nouveau Monde ou même des Espagnols, des Italiens utilisent ce terme. Donc en anglais, ça se dit terroir, c'est ça? Alors généralement, j'utilise en effet le mot terroir. Alors peut-être en italien, je crois qu'ils disent territorio, mais globalement, ils utilisent souvent ce terme. Quand on pense à une dimension très française, il va y avoir bien sûr une notion de lieu avec déjà une géologie, un sol, un sous-sol, une inclinaison, une altitude. Est-ce que c'est plus ou moins pentu, le drainage, la notion de climat, est-ce qu'il y a un microclimat qui va s'ajouter. Et aussi et surtout, je pense, on se rend compte qu'il y a une notion humaine. Quand il y a une dimension humaine, c'est-à-dire que les traditions
on va dire, familiales et les us et coutumes, au fur et à mesure, en fait, s'impriment vraiment dans les vins. C'est-à-dire que quand on goûte les vins, par exemple, je sais pas, chez Étienne Sauzet, à Puligny-Montrachet en Bourgogne, c'est voilà, un des grands villages pour faire du chardonnay, mais chez Étienne Sauzet, ils sont Alors, aux mains de… est-ce que tu irais à dire, pour paraphraser Jean Carmet, qui dit que le vin a la trogne de celui, a l'esprit et la trogne de celui qui l'a fait? Alors moi, j'en suis intimement convaincu, parce que justement, ce vigneron de Puligny-Montrachet, Benoît, il vient de Sancerre, et il y a quand même des accents sancerrois dans ses vins, mais dans le sens noble du terme, il y a une définition de terroir. Entre eux, c'est le premier, c'est le grand cru, il n'y a aucun souci, mais dans l'esthétique et dans la dimension, c'est vrai que ce vin lui ressemble, et ça ne ressemble pas au vin du voisin. Donc moi, j'y crois intimement. Et en fait, par transparence, on se rend compte que globalement, c'est une vision européenne que nous avons beaucoup. Grâce à la revue, j'ai pu quand même un peu voyager et être au contact de ces vignerons qui, il ne faut pas se mentir, que ce soit beaucoup la France dans son modèle, mais aussi dans des régions différentes, l'Italie, l'Espagne, dans une certaine mesure, Portugal, Allemagne et Autriche. C'est un noyau qui inspire énormément de vignerons du Nouveau Monde. Je dis Nouveau Monde dans un sens non pas péjoratif, c'est qu'il y a une recherche, il y a aussi là-bas, il y a un renouveau, on va en parler avec les domaines que nous avons, dont on va vous parler. Et ils s'en inspirent beaucoup, ils se déplacent beaucoup chez nous pour justement voir ce qui peut s'appliquer là-bas. Et la notion de terroir, pour eux, c'est extrêmement abstrait parfois. On dit, bon, voilà, quand on va, par exemple, en Californie, vous allez dans la Central Valley, il faut imaginer que c'est un peu l'Eldorado agricole. C'est-à-dire qu'on plante n'importe quoi, tout pousse. Mais ce n'est pas pour ça que ça va faire rendre quelque chose de qualitatif. Alors, nous, en fait, juste pour rappel, pour recadrer s'il y a des personnes qui sont un tout petit peu moins précis, ou habitués au vin. L'idée, voilà, c'est qu'en France et en Europe, on a des droits de plantation, on doit planter des cépages pour avoir des appellations, alors des cépages bien particuliers, alors que dans le Nouveau Monde, finalement, voilà, dans la Central Coast, la Central Valley, etc., il y a quelques règles qui sont plutôt des règles d'ordre sanitaire, mais pas vraiment de règles sur l'encépagement. Je te repasse la parole, pardon. Oui, et c'est exactement ça. Il y a une certaine liberté, parce qu'ils ont une vision un peu plus libérale, justement, l'économie, et ça se retranscrit aussi dans le vin. Et puisqu'il n'y avait pas forcément d'us et coutumes, de tradition, on va dire, au préalable, du coup, ils ont cette vision aussi de on plante et on voit ce qu'on peut en faire. Et au fur et à mesure, il y a des secteurs qui ressortent, on se rend compte, ah tiens, ça c'est pas mal quand même. On se dit, bon, on va en Californie, on va que retrouver uniquement des rouges, de Cabernet Sauvignon assez riches, machin, mais on va vers Carneros, vers San Francisco. Carneros, c'est la petite partie, voilà, la partie au sud de Napa et de Sonoma. Ouais, voilà. Exactement. Donc, on pense Californie, on pense Napa avec des rouges très puissants, alors qu'on descend un peu et il y a un secteur qui est beaucoup plus frais. On peut faire de très beaux vins effervescents issus de Pinot Noir et de Chardonnay. Donc, c'est quand même assez parfois déroutant pour nous. Mais en fait, ils se sont trouvés et au fur et à mesure, ils affinent le trait pour pouvoir planter les cépages les plus adaptés. J'ai aussi une remarque à faire finalement, parce que quand on parle de terroir, on se projette aussi dans une dimension historique. Et c'est vrai que nous, enfin voilà, sans jugement de supériorité, encore une fois, on fait du vin en France en Europe depuis de nombreux siècles. Et c'est vrai que quand on regarde, bon, par définition, l'histoire des grands terroirs du monde, c'est une histoire plus récente. Donc en fait, il y a eu un temps d'observation, d'ingestion, de compréhension du rôle, de la relation de la plante avec le sol, avec l'homme, etc. Tu parlais des us et coutumes. Ce temps, il a été nécessaire pour aboutir à des archétypes, des modèles qu'on connaît. Voilà. Et c'est vrai que le Nouveau Monde, alors nous, on est des fois un peu engoncés dans notre tradition, c'est-à-dire qu'on est un peu coincé, étriqué dans notre veste, on se dit est-ce qu'on peut changer, etc. Eux, ils n'ont pas ce complexe-là, donc on peut presque se poser la question, l'équilibre est peut-être entre les deux. Oui, c'est vrai qu'à mon avis, les deux on peut s'inspirer de tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils s'inspirent de ce qu'on peut faire en France.
J'ai fait un voyage en Australie, on va en parler. Le prisme de mon dossier était comment ce pays, alors qu'il y a un trou de la couche d'ozone qui se trouve être en carence, on va dire, en eau de manière assez flagrante, il y a eu vraiment beaucoup de sécheresse là-bas. Comment ont-ils pu, on va dire, quelles sont leurs solutions? Parce qu'ils ont des extrêmes. Et comment nous, on sait qu'on va avoir un réchauffement climatique qui est constaté, voilà. Et qu'est-ce que nous, on peut faire? Peut-être déjà agir sur peut-être des replantations, par exemple. Moi, dans le Beaujolais, on trouve des gamets sur des granites beaucoup. Et là, il y a le château des Jacques qui a planté il y a 4 ans de la Syrah, qui est un cépage de la vallée du Rhône Nord. Et on est on va dire, à une centaine de kilomètres, mais on voit qu'il y a une migration de certains cépages en fonction justement des secteurs pour s'adapter au mieux au terroir. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a des choses. Ouais, j'ai deux petits commentaires à ce qu'on est en train de dire. Il y a Christophe qui nous dit, voilà, finalement, est-ce que la tradition n'est pas finalement bloquante à l'heure actuelle? Surtout, il faut quelque part s'adapter au réchauffement climatique. Il cite par exemple le domaine de Trévalent ou d'autres vignerons iconoclastes. Mais c'est vrai que c'est finalement une vraie question. Moi, j'ai pas la prétention d'y amener une réponse ce soir, mais en tout cas, c'est intéressant d'ouvrir le débat. Ouais. Alors oui, c'est vrai, mais après, on voit qu'il y a la tradition, mais après, il y a les réalités. Il y a ce côté, il peut y avoir au début de l'empirisme qui devient une tradition, mais il y a une réalité viticole. Certaines régions qui, par exemple, étaient très, je pense, à la Champagne, ils disaient toujours c'est des pinot noirs, pinot meunier, chardonnay. En fait, avant, il y avait beaucoup de cépages. Donc, au fur et à mesure, on les a un peu écartés. Et peut-être que certains cépages qui vont être peut-être un peu moins alcoogènes vont avoir un avenir par la suite et qui sont toujours dans le patrimoine. Est-ce que tu peux juste donner la définition de alcoogène, s'il te plaît? Ah oui, quand vous avez, alors il y a, on va dire, deux grandes, on définit dans le raisin de maturité, et on va avoir la maturité physiologique, on va avoir une certaine quantité de sucre, et phénolique pour avoir une certaine maturité de peau et de pépins, qui permet d'avoir des vins quand même avec une certaine aromatique et une sensation de maturité. Et parfois, il y a trop de décalage. Le problème, quand vous avez des vins, on voit il y a une maturité de peau et de pépins, et ben en fait, globalement, il faut attendre quand même une maturité un peu plus haute en termes de sucre. Et donc, ça va se transformer en alcool à la fin. Des vins qui vont devenir assez riches. Je pense que une appellation prestigieuse de la France qui peut-être un peu qui va se retrouver dans ce problème, ça va être Châteauneuf-du-Pape, qui a des grenaches à 15 degrés, 16 degrés. Et il y a des cépages, on va dire Châteauneuf, et l'appellation. Alors, écoute, je réagis sur ce que tu dis parce qu'il y a une personne qui connaît bien Châteauneuf, dont je tairai le nom, qui réagit, qui dit, bah oui, finalement, nous, on a essayé, c'est un vigneron qui dit, on a essayé de travailler avec des vieux cépages, justement, avec ces cépages oubliés pour, en fait, finalement, faire peut-être oublier un petit peu la notion du cépage. Et en fait, comme des vignerons comme Jean-Michel Daes, pourquoi on retrouve 13 cépages à Châteauneuf? C'est qu'il y a une raison. Tout simplement, puisque finalement, les vignes étaient plantées ce qu'on appelait en foule avant, donc il y avait une densité de plantation beaucoup plus importante, et puis tous les cépages étaient associés ensemble dans la parcelle et récoltés en même temps. Donc vous voyez, il y avait une espèce d'homogénéisation qui se faisait, et d'ailleurs les cépages n'étaient pas remplacés, on n'arrachait pas un hectare, on ne remettait pas un hectare du même cépage, on enlevait un pied, on en remettait un autre. Donc il y avait une espèce le cépage finalement était au service de la terre et du terroir, et pas forcément l'inverse quand ça peut l'être. Il y a aussi des commentaires sur la... Ah, s'il y a une personne qui peut couper son micro, merci. Il y avait des commentaires sur l'AOC. Voilà, l'AOC, on n'est pas obligé d'adhérer à l'AOC, ça c'est vrai. Et il y avait aussi une question, finalement, les vignerons qui sont partis s'exporter, des vignerons français qui sont partis à l'étranger, est-ce qu'ils sont plutôt restés dans une tradition française ou finalement est-ce qu'ils se sont plutôt finalement adaptés à la tradition du pays? Je pense qu'ils n'ont pas oublié leur personnalité en passant le portique de sécurité. Je pense qu'elle arrive aussi. Et après, il y a plusieurs exemples contre-exemples. Ouais, je parlais de cette vigneronne qui est une très, très grande vigneronne pour moi. Alors ça, c'est un des vins que tu as sélectionné dont tu voulais nous parler ce matin. Exactement. Janner. Qui en fait, pour moi, elle vient c'est la région c'est l'État
Victoria, donc c'est vers Donc, Melbourne, donc ouais. on va dire à l'est de la Barossa, de Adélaïde, tout ça. Et elle fait aussi des La vins région, c'est en quoi? Bourgogne. C'est Normanton C'est Peninsula. Mornington Peninsula, pardon. D'accord, ok. Hop, Donc c'est Normanton bien. Peninsula, c'est si je me souviens bien, c'est en face de Melbourne, hein, c'est ça, hein. Exactement. C'est Ouais. la péninsule en face Enfin, de Melbourne. Ouais. voilà, c'est vers Port-Philippe. Et en fait, c'est une vigneronne qui fait aussi des vins en Bourgogne. On vient de lui attribuer la 2e étoile pour son négoce. Elle le mérite amplement. Et c'est en fait, cette vigneronne s'est complètement adaptée à, Tu parles à de ce qui se fait qui? en France, Tu parles de de quelle cette vigneronne, vigneronne? Comment elle s'appelle? Jeanne R. Elle est Jeanne R. vigneronne D'accord. 6 mois dans l'année en Australie et les 6 autres mois en Bourgogne. D'accord. Et justement, pour mettre en évidence ce que tu disais, elle a à la fois la rigueur anglo-saxonne qu'on connaît justement, nos amis américains, sud-africains, néo-zélandais et australiens, mais en même temps, elle a un respect de la tradition, une volonté d'avoir une vraie nuance de terroir dans ses vins. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement très français et bourguignon. Donc, à mon avis, il y a toujours ça peut s'embriquer dans les deux sens. Il y a toujours des vignerons qui s'adaptent vraiment, d'autres beaucoup moins. Mais je pense que un mélange des deux est toujours bon, quand même. Et petite question, puisqu'on parle de terroir, tu sais qu'on a, enfin, tu nous as rejoint un petit peu, puisque tu assures aussi des formations chez nous de temps en temps, avec plaisir, et tu nous as rejoint dans notre développement de la dégustation intuitive. Et j'aurais aimé juste que tu partages avec tout le monde la première fois que tu as vécu l'expérience quand on a fait notre séminaire. Tu es là, Pierre, ou pas? Ah, j'ai peur qu'on ait perdu Pierre. Ah, on a perdu Pierre. Bon. Ah, sinon tu es là, pardon, j'ai eu peur qu'on t'ait perdu. Ah non, 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 vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il y a eu un Ok, petit, tu as été figé juste. Comment s'est ok. passée cette première expérience pour toi? Et parce que finalement, la dégustation intuitive, c'est aussi une façon de se connecter au terroir. Oui, alors, à mon avis, c'est comme tu le soulignais, cette fois-là, ça n'est pas dédié déjà à toutes les personnes et aussi à tout. On ne peut pas utiliser tous les vins. Je remets dans le contexte. Alors, déjà, pour ma part, je suis un hôtelier, restaurateur. J'ai ce côté très pratique, cartésien, un peu voilà, très, très terre à terre. Et donc, on apprend la dégustation, il y a le nez, la bouche. On définit les tanins, l'acidité. Et Franck propose justement cette dégustation novatrice, nouvelle. L'idée étant vraiment de se mettre dans un état essayer non pas de goûter le vin, mais de le sentir, mais d'un point de vue bien sûr tactile, mais aussi énergétique. Donc en fait, c'est une dégustation que j'ai fait les yeux fermés et qui, au début, bon, c'est pas que j'y croyais ou j'y croyais pas, c'est que j'accueillais vraiment l'expérience les bras ouverts, mais sans en attendre quoi que ce soit. Et donc, il m'a dit, tu n'essaies pas de reconnaître la note, tu essaies juste de te plonger dans le vin, dans ce que c'est vraiment. Et donc, bon, bah, j'essaie de ressentir le vin, de le mâcher. Pour moi, c'était un peu curieux, mais bon. Et à un moment, j'ai des images qui me sont venues petit à petit, mais des images de vignobles. Bon, je trouvais ça curieux. Je savais pas où j'étais. Et à la fin, c'était une bouteille d'Alsace de mémoire. Ouais, Et du domaine du Slin, ouais. voilà, de chez Ducelin. Et donc, je dis très bien, d'accord. Et j'avais une image en tête. Donc, je vais sur Internet, je cherche la photo de ce vignoble. Et en fait, c'était exactement ça. Alors que j'y avais jamais foutu les pieds. Donc, moi, je me suis gratté la tête. Je me dis, mais non, mais ça, c'est pas possible. Moi, ce genre de truc, j'y crois pas. Je ne crois pas en Dieu. Enfin, voilà, c'est pas tout ce qui est énergie. Bon, il y a des choses qui nous échappent. Bon, moi, je l'accepte. Mais là, en fait, je me suis dit, bon, j'ai pris un bon café après parce que j'ai pas tout compris. Mais c'est vrai que il y a une possibilité de déguster différemment avec une notion plus énergétique, qui peut paraître un peu curieuse de prime abord, mais qui nous plonge vraiment dans certains vins, notamment en biodynamie, et qui nous permet de ressentir avec beaucoup d'intensité et de vérité certains vins, et qui nous mettent des mots justement sur
des images, des sensations, plutôt que juste mettre des vins dans des cases. Donc, c'était extrêmement intéressant et vraiment une expérience à faire. Bon, merci. Il y a deux petites questions, puis après je vais te laisser reparler un petit peu du vin. Il y a une personne qui demandait voilà, comment, quand on parle de mâcher le vin, en fait, vous savez qu'en dégustation analytique classique, on va aspirer de l'oxygène. En dégustation intuitive ou en dégustation géosensorielle, on va plutôt prendre le vin, accueillir le vin dans la bouche et le mâcher tranquillement. C'est-à-dire on prend le vin, voilà, et on va juste on va pas grumer, c'est-à-dire qu'on va pas faire des mouvements ou d'inspiration d'air un peu fort. On va juste laisser le vin se répandre, se mélanger avec la salive et accueillir ce qui se passe. Il y avait une petite question aussi au sujet de Normanton Peninsula. Est-ce qu'il y a des similitudes en termes de terroir par rapport à la Bourgogne? Non, non, quand on y va, on voit que c'est un très vieux, on va dire, continent, c'est un pays continent. On ne peut pas vraiment dire ça, c'est juste un secteur qui est un peu plus au sud. Donc, puisqu'on est en hémisphère sud, on est un peu plus frais. Hein. À l'inverse de l'hémisphère nord, plus on monte vers le nord, plus il fait frais. Donc, c'est vraiment tout adapté pour les pinot noirs et les chardonnays, même s'il y a des syrahs qui trouvent des terroirs de prédilection comme Beechworth par exemple ou East Coast. Mais ce sont des super terroirs pour les pinots, plus d'un point de vue climatique, même si en fait, on peut pas comparer. C'est juste qu'il faut vraiment accueillir le résultat comme il est. Force est de constater, il y a on va dire deux grandes écoles, je pense, soit on essaie de faire mûrir le pinot coûte que coûte, ou alors on essaye de faire mûrir le plus lentement possible, ce qu'on essaie de faire en Bourgogne. Et les meilleurs secteurs dans le monde entier, si on pense à la Tasmanie, si on pense à Central Otago, si on pense à certains coins de Santa Rita Hills en Californie, on voit que si le pinot noir mûrit doucement, en fait, il arrive justement à trouver une grande plénitude et à vraiment faire ressortir le sol. Il y a une vraie capacité à s'imprégner du sol, de son environnement qui est assez folle pour le pinot noir. Alors, j'ai quelques commentaires. J'ai Mathieu qui connaît bien le sujet, nous dit voilà, il y a peu de similitudes, il y a beaucoup de différences. En fait, il y a un terroir marin océanique voilà, qui est beaucoup moins caliculaire que le reste de l'Australie, avec des automnes longs et doux. Merci pour le partage, Mathieu, pour l'information. Et ouais, donc c'est vrai qu'avec une latitude différente et puis une bordure océanique, c'est peut-être un petit peu compliqué de comparer à la Bourgogne, puisque la Bourgogne a une situation géographique un petit peu plus continentale. Tu nous as parlé de l'Australie. Je crois que tu avais choisi aussi quelques autres vins pour nous partager un petit peu cette notion de terroir. Est-ce que tu peux de quoi tu avais envie de nous parler en termes de vin Alors, si on reste sur la dimension vin d'influence océanique, mais avec des secteurs quand même très différents, on va aller en Californie. D'accord. On l'oublie un peu. Alors, est-ce que tu peux juste avancer un petit peu plus la bouteille vers la caméra, qu'on puisse bien la voir? Donc, c'est un des grands, alors pas trop non plus, c'est parfait. Je me rends pas compte. Ouais, c'est Stag's Lips Wine Cellars, donc c'est un des grands domaines avec la cuvée Artemis. C'est un des domaines historiques de Napa avec d'autres, hein, mais oui, fait partie des. Alors, c'est un domaine assez, on va dire, à l'échelle du monde assez récent, parce qu'il a été créé en 1970, mais qui a eu on va dire, du nez à s'installer sur un secteur qui s'appelle Stag's Leap, qui est devenu une AVA. C'est-à-dire, c'est comme une notion de dénomination, pas vraiment une appellation en tant que telle, mais c'est une dénomination géographique, ouais. Voilà, AVA qui veut dire American Viticultural Area. Et donc, qui nous permet de faire mûrir avec beaucoup de saveurs des Cabernet Sauvignon. Donc, pour on pense à la Californie, c'est quand même extrêmement grand. C'est vraiment la partie majoritairement côtière de la Californie. Quand on va plus dans les terres, quand on se rapproche vers le Nevada, ça va être toujours un tout petit peu plus aride, où généralement ce sont des secteurs qui vont être irrigués. On se rend compte aussi que les secteurs irrigués sont globalement souvent un peu plus. C'est un peu moins qualitatif quand même. Un grand terroir est aussi un terroir qui arrive à réguler naturellement son eau. Et donc, quand on regarde la Californie avec attention, juste d'un point de vue latitude, on est non pas à la hauteur de la France, pas du tout, on est plus à la hauteur du Maghreb.
Donc, il fait quand même assez chaud. Et heureusement qu'il y a un courant d'air, mais d'eau, qui longe justement le Pacifique, qui se rafraîchit vraiment au niveau de l'Alaska, qui redescend qui retombe vers le Pacifique, mais par le sud, qui permet justement de rafraîchir justement toute cette partie. Le Pacifique est toujours assez frais. On se baigne, hein. Je me suis baigné une fois, je me suis dit, on est en Bretagne. Tu t'en rappelles. Je m'en rappelle bien, mon corps s'en souvient. Ça m'a permis de comprendre qu'il y a une vraie influence océanique. Et notamment, il y a ce fameux fog qui rentre justement dans les terres. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je traduis le brouillard. Le brouillard, merci. Ce fameux fog, et justement, qui permet de jouer les régulateurs thermiques. Il fait extrêmement chaud la journée, chaud et sec, mais à partir d'une certaine heure, à 17h, 17h30, vous avez un courant d'air frais avec une petite brume qui arrive justement en Californie, notamment dans le secteur de la Napa Valley, qui permet justement de rafraîchir l'ensemble et la maturation se passe de manière beaucoup plus douce. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui rend les raisins de bien meilleure facture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que disait Nicolas, c'est que Stags Leaps avec Casque 23, c'est la fameuse bouteille qui a remporté le jugement de Paris en 1976. Le fameux jugement de Paris où on a opposé ou mis en compétition les premiers du Médoc avec quelques autres vins du monde entier. Et il y a un très bon film à ce sujet d'ailleurs, où on voit, c'est un film récent qui a peut-être 5-7 ans, qui met en scène justement ce fameux jugement. Je n'ai pas le nom en tête, mais ça se trouve facilement. Et on voit comment justement Steven Spurrier, qui était un fameux caviste anglais basé à Paris, qui a justement échafaudé cette dégustation, qui allait directement, les grands Français, on les connaissait, les grands Ramonais, les Houbrillons, tout ça. Mais il était allé chercher justement un par un les Montalena, les Stags Leap. Il était allé voir qui d'autre. Je crois qu'il était allé à Maniacamas aussi. Il était allé justement voir différentes wineries pour voir s'il y avait certains bons domaines avec bien sûr des cépages équivalents, donc le Cabernet Sauvignon et le Chardonnay. Et le jugement lui a donné raison. Voilà, après très encore. Intéressant voilà, c'est une expérience intéressante. Après, moi, je me méfie toujours des. Le titre du film, c'est Bottle Shock. Merci, merci de l'avoir partagé. Ah, merci, oui. Et en fait, voilà, je me méfie toujours des dégustations à l'aveugle parce que selon l'ordre dans lequel on goûte les vins, selon l'état intérieur du dégustateur, les résultats peuvent varier. Donc voilà, ça demande toujours. C'est un exercice qui est intéressant, mais qui est toujours à prendre avec qui n'a de vérité que. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Nous-mêmes à la RVF, on s'attarde justement à redéguster les vins plusieurs fois pour justement éviter ce caractère aléatoire. Et ce que tu as cité comme paramètres sont vraiment très vrais. Alors après, il y a une autre petite question sur la différence, par exemple, entre les pinots qui sont élevés et révélés en Bourgogne et les pinots qu'on peut retrouver, par exemple, aux États-Unis, dans des zones comme l'Oregon ou dans d'autres zones. Tu ressens ça comment, toi? Alors, si la question est ce que je préfère, en fait, il y a une dimension intellectuelle. Est-ce qu'on a déjà dégusté une tâche en dehors un pinot noir du niveau d'une tâche en dehors de Bonne-Romanée ou du monde de la Bourgogne? Bon, j'ai pas l'impression. Pour autant, ce sont des vins qui n'ont pas juste un intérêt, ils ont vraiment beaucoup d'intérêt, ils font des vins vraiment savoureux, mais avec déjà des profils des terroirs qui sont différents. Donc les maturités s'expriment avec un peu plus parfois de rondeur, avec un alcool qui est un peu sucrant parfois, le côté un peu petite cerise, guigne qu'on peut avoir souvent en Bourgogne. Il va y avoir un peu plus de richesse dans le ressenti. Donc bon, ce qui est intéressant de savoir, de trouver, c'est plus quels sont les terroirs, si on pense à la Californie, peuvent donner des beaux résultats. Je pense à Santa Rita Hills, par exemple. On parlait de Carneros aussi. Il y a des coins ici et là qui font vraiment de très, très beaux pinots noirs, des très beaux chardonnays. Ce que j'aurais envie de... Oui, la Russian River aussi qui a été citée. Ce que j'aurais envie de dire finalement, c'est que finalement, on est en train de créer un clivage et de dire voilà, les vins du monde, les vins français, les vins européens, etc. Moi, j'ai toujours essayé d'aborder ça parce que quand j'ai passé mon
concours de meilleur sommet d'Europe. Donc, j'ai commencé moi à travailler sur les vins du monde en 1995. Et déjà, comme une personne le disait à l'époque, on dégustait pas les vins. Déjà en France, on dégustait pas les vins de la même façon et on n'attendait pas les mêmes choses d'un vin, puisque l'évolution a été forte. Dans les Qu'est-ce années qu'on attendait à 80, l'époque? dans les années 90, on était dans des vins de séduction, des vins de largeur, des vins démonstratifs. Pas tous, il y a bien sûr des domaines qui sont restés fidèles à ce qui. Mais je veux dire, moi je me souviens bien avoir acheté des vins dans les années 90, des vins que j'ai ouverts 15-20 ans après. Je me dis, mais comment j'ai pu acheter ça, quoi? C'est des vins que je trouvais décevants alors que je les avais aimés puisque j'en avais acheté à l'époque. Donc c'est aussi, faut voir ça, ça c'est important. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand on rentre dans l'univers des vins du monde de se dire finalement, je ne cherche pas à comparer, je cherche juste à comprendre le vin et le lieu d'où il vient. Voilà. Plutôt que cette notion d'opposition, de comparaison, on peut, oui, c'est bien, c'est intéressant. Mais en effet, comme tu le dis, pourquoi toujours comparer voilà. Je trouve ça intéressant de vraiment rentrer dans cette notion de compréhension du lieu plus que dans quelque chose qui va être figé, etc. Ouais, et Mathieu nous dit qu'il est un immense amoureux des vins de Jeanne. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas encore eu l'occasion de goûter, mais en tout cas il paraît que c'est vraiment super. Pierre, alors ouais, je pense que Pierre a eu un tout petit souci de connexion. Bon, il va nous revenir. Donc voilà, c'est intéressant de partager sur cette notion de terroir, cette notion vraiment d'échange finalement, et de se dire finalement que moi j'ai voyagé quand j'ai préparé mon concours, j'ai eu la chance de voyager dans plein de pays, et je me disais toujours finalement, est-ce que est-ce que le pays que je visite, est-ce qu'il a une histoire, est-ce qu'il a quelque chose à dire, et on me posait souvent la question quand j'allais au restaurant, mais finalement, Je suis est-ce revenu, que. pardon. Ah, tu es là, Pierrot, ouais. Est-ce qu'il y a des. Je te vois pas encore, mais. Ah, attends, je te vois plus là. Je voudrais bien te remettre en plein écran. Attends, je te cherche. Attends. Il y a beaucoup de monde, donc il faut que je te trouve. Tu disais du coup? Ouais, je disais dans le restaurant, les personnes me disaient finalement, est-ce qu'il y a des grands terroirs partout? Et moi je disais oui, il y a des grands terroirs partout. Non, je sais pas ce que tu penses de ça, mais pour Ah moi, oui, ça, oui. il y a des grands terroirs dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a quelque chose à révéler, quoi. Il y a des, enfin, à la fois, en fait, quand on dit grand terroir, c'est aussi un grand terroir pour un type de vin en particulier. Oui, Moi, je te rejoins pas tout à fait. Mais aussi, il faut avoir un interprète qui est bien saisi justement tout son terroir, de son vraiment de compréhension, qui se donne les moyens. Et là, dans ce cas-là, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a quasiment dans tous les pays du monde un mec ou une nana qui sortent et qui vraiment, on se dit, bon, ok, on peut faire un vin de ce niveau, de cet acabit. Et là, maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, on les connaît. Donc oui, je suis assez d'accord. Et il y a encore des terroirs, des grands terroirs à découvrir, et même en France. alors est-ce que. Oui, non, mais ça je suis assez d'accord, parce que il y a des terroirs finalement en France qui ne sont plus plantés, qui étaient plantés avant. Oui. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un des vins que tu avais choisi, qui est un vin qui vient d'une île, si tu vois ce Oui, que je veux dire? je vois à peu près. Du coup, on va c'est une autre île, du coup, mais un peu plus petite. Voilà, Madère. Ouais. Euh, Si je dois Alors, tu vois, faire. j'ai pas été à Madère, moi j'étais à Rérès Ah, aussi. t'es à Jerez, toi. Voilà, j'ai voyagé, je reste. C'est mon prochain voyage, ça. Ouais, Je vais ouais. faire un dossier sur les grands vins d'Exerès. Madère, si j'avais trois vins à boire avant de mourir, Madère ferait partie de la liste, c'est sûr. On connaît un tout petit, enfin, il y en a un tout petit peu de vin, on va dire tranquille, sec, mais bien sûr, on connaît Madère pour les grands fortifiés, avec des niveaux de sucrosité différents. Madère, une île portugaise, on peut de l'Atlantique, on est plus au niveau du Maroc. Euh, c'est une île assez fabuleuse parce que la première fois que tu atterris, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, À tu as Funchal.
à Funchal. On a l'impression qu'on arrive sur une île perdue, un peu version Jurassic Park, un peu sauvage, c'est semi-tropical là-bas, c'est un peu abrupt, très, très riche en termes de végétation. Il y a une ambiance très particulière, il fait toujours bon là-bas. Et il y a quand même une magie. Quand on a fêté, enfin, ils ont célébré la déclaration d'indépendance des États-Unis avec du Madère, je me suis dit, ils ont eu du nez dès le début, nos amis américains. C'est un vin fascinant parce que déjà, c'est l'un des rares vins au monde qui, il y a toujours des vins d'entrée de gamme qui sont faits pour un plaisir immédiat, mais dès qu'on choisit la bonne bouteille et qui est conservée dans une bonne condition, elles peuvent être centenaires. Et sur une toute petite île, parce que c'est 732 km² de mémoire, il y a quelque chose qui se passe entre le fait de savoir choisir le bon cépage, le fortifier, au niveau, en fonction, on va avoir un plus ou moins sucré. Tu peux expliquer peut-être le mot fortifié. Oui, bien sûr. Pour ceux qui... C'est vrai. Alors, le fait, quand on dit fortifier, c'est justement donner de la force. Ce qu'on veut, c'est un raisin qui va être riche en sucre. On veut garder la sucrosité naturelle du raisin et on va apporter de l'alcool en ajoutant de l'eau de vie. Ce qui permet d'avoir justement cette douceur qui vient naturellement du raisin, mais cette puissance en alcool. Là, c'est un vin qui est à 19 degrés, un peu comme un couteau aussi, qui est aussi entre 19 et 21, et qui permet justement à la fois d'avoir cette rondeur, cette sucrosité, cette puissance et cette capacité à subir des élevages oxydatifs naturels. C'est-à-dire qu'un vin qui est à 14-15 degrés, avec toi tu goûtes un finot qui est généralement à 15 degrés, celui-ci ne pourra pas avoir un long élevage pendant 20, 30, 40 ans. Il y a encore des vins à Madère, des 1920 qui sont encore en élevage en bois. Et donc, ça leur permet ça. Donc, il n'y a pas que des élevages dits oxydatifs, dits en Conteiro. Il y a aussi des élevages plus courts, de 3 ans. Et généralement, ce qu'on veut, c'est retrouver le goût originel du Madère. Donc, on fait ça en estouffagem, parce qu'on a des vins plus simples, avec des budgets plus modestes, qui sont généralement un peu chauffés, c'est-à-dire quelques mois, entre 40 et 50 degrés, pour retrouver un goût originel. Pourquoi ? Parce qu'en partant de Madère, on s'est rendu compte que dans les cales des bateaux, il y avait ces barriques qui justement voyageaient. Et quand ils passaient plusieurs fois l'équateur, il y avait des changements de température, ce qui donnait une tonalité un peu plus oxydative, mais un peu caramélisée, de rhum raisin. Et c'est un goût très particulier, extrêmement savoureux. Et ils ont voulu reproduire ce goût, mais de manière plus contrôlée dans les chais. C'est quand même assez onéreux de le faire directement dans les cales des bateaux. Et donc, ça peut être une porte d'entrée pour justement découvrir le Madère avec ses estouffagem. Donc, généralement, c'est les vins de 3 à 5 ans que toutes les grandes maisons font. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand on débouche une bouteille de Madère qui a 100 ans. C'est un voyage. Oui. C'est le retour des Indes. C'est assez incroyable. Ouais. Moi, donc du coup, quand on y est allé pour les RVF, on a eu la chance d'être très très bien accueillis. Ils sont pas avares. Et goûter des vins de 1870, 1920, des 1900. Bon, bah, c'est des chiffres qui donnent le tournis, naturellement. Mais c'est pas parce que c'est tout le temps vieux que c'est bon. Mais ils ont quand même cette sagesse, les producteurs de Madère, de faire des vins de qualité qui se vieillissent très bien et qui sont vraiment des grands oxydatifs, mais dans le sens noble et juste du terme. Parfois, vous avez des vieilles bouteilles, j'en avais aussi dans ma cave, ou la cave du grand-père, qui sont passées, malheureusement, on dit madérisées, qui est un peu, c'est vrai, mais que partiellement, parce qu'elles sont oxydatives, mais elles sont oxydées, mais pas oxydatives. C'est une nuance qui est quand même importante à souligner. Mais quand on se dit, punaise, on peut boire des vins qui ont un siècle, voire même parfois 2 siècles, puis punaise, c'est. Voilà. Ouais, il y a eu Napoléon, il y a eu la guerre mondiale. Ça reste dingue. Et il n'y a pas. Et j'aime bien dire que finalement, le vin, c'est la seule machine à remonter dans le temps qu'on a. Oui, bah c'est ça. Et en même temps, il y
c'est un petit truc que j'ai appris en allant là-bas. Parfois, quand vous avez si vous goûtez à Madère des vins à l'aveugle, vous savez que vous goûtez des très vieux vins, et vous sentez un peu ces arômes de banane plantain, de crème caramel très marqués, c'est que ce sont généralement des vins qui ont été fortifiés avec des eaux d'huile de canne à sucre, parce qu'il y a beaucoup de canne à sucre sur place. Et ça, en fait, on voit que c'est une bascule vers les années 1905-1910, et après, ce ne sont que quasiment des eaux d'huile de vin qui sont importées. Et on se dit, voilà, on peut être le témoin de ça, même 100 ans après, de se dire, on a cette bouteille, on sait comment elle a été faite, elle nous raconte son histoire. C'est assez génial. Ouais. C'est assez génial. Donc, en fait, j'ai choisi une bouteille qui a peut-être plus de modestie sur l'étiquette, mais qui est extrêmement savoureuse. Donc, c'est Barbietto, un des producteurs les plus respectés de l'île, avec un 10 ans d'âge, c'est un assemblage. Et il y a une petite mention ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est marqué Cercial. Ouais, c'est le cépage. Donc ça, c'est le cépage. Globalement, la majorité des vignes s'est plantée avec un cépage rouge qui s'appelle le Tinta Negra. Il y a aussi Tinta Negra Mole. Et puis, il y a d'autres cépages qu'on retrouve, dont 4 principaux qui sont très qualitatifs en blanc. Donc Cercial, qui va donner des équilibres plutôt secs. Verdejo, plutôt demi-sec. Après, on dit, sans paraphraser un grand acteur, demi-doux, avec les boals. Et puis après, il y a les malvoisis qui sont, eux, des vins doux. Et à chaque fois, en fait, c'est aussi un type de vin, il faut toujours en avoir dans sa cave. J'en ai toujours à la maison. En cas d'urgence. En cas d'urgence. Si la fin du monde est là, bon, moi, je sais par quoi me tourner. Il y en a qui ont des abris antinucléaires, il y en a qui ont des bouteilles de Madère. Voilà, de toute façon, je sais comment trouver, donc au moins, bon. C'est que ce sont des vins qui sont... une capacité d'accorder les vins qui est tout simplement fabuleuse. Tu sais, mon Pierrot, que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. C'est pas vrai. Eh oui, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Ouais. Alors, juste, on fait une dernière bouteille. On va répondre à 2 questions. Ouais. Après une dernière bouteille et après, ça sera l'heure de l'apéritif. Parce que je vois des tire-bouchons qui s'agitent en coulisses. Donc, petite question. Il y a Sébastien qui nous demande si on connaît, on a entendu parler sur le vin de l'île de Rangiroa. Ah, Rangiroa, oui. Ouais. Tu as goûté? J'ai déjà goûté. Alors, c'est assez particulier. Normalement, il faut toujours les îles, non, c'est Tahiti. Apparemment, je n'ai pas eu la chance de voir ça, mais j'ai vu des photos. Les vignes sont quasiment sur l'eau avec les racines qui plongent quasiment dans la mer. Et dans le corail, ouais. Et donc, il y a c'est marrant en termes de goût, bien sûr, c'est extrêmement salé. Vraiment, c'est pas de l'eau de mer non plus, mais il y a quand même une dimension salée. Et en bouche, il y a une texture un peu fuyante, un peu comme une fine dilution, mais sans être maigre. Donc, il y a ce juste milieu qui est très intéressant. Mathieu nous disait qu'il a vu planter les vignes, ils étaient en train de casser le corail apparemment. Ouais. Oh, punaise. Et on avait une question de Samuel également qui disait finalement, il a vécu de nombreuses années en Ontario et donc il a voyagé un petit peu dans toute la zone de Niagara Falls, etc. Ouais. Et il disait qu'il n'a jamais été transcendé, hormis sur les vins de glace. Sur les autres vins, est-ce que toi, tu as un domaine ou peut-être une identité de terroir Moi, je sais que je me souviens avoir goûté des choses très intéressantes dans les Finger Lakes. Alors ça, du coup, de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu voilà. Mais c'est vrai que c'est une zone. Moi, c'est une zone. Bon, après, voilà, je connais mes classiques comme tout le monde, mais je sais pas si toi, tu as un domaine en tête ou quelque chose qui te parle comme ça. Alors, juste pour situer, donc on parle d'Ontario, on est quasiment à la frontière américaine et canadienne. Donc, on a en effet les chutes du Niagara pas très loin. Quand j'ai fait un déplacement en janvier pour la RVF au sujet des vins de glace, qui en fait est assez méconnu là-bas. Il y a des vins très sympas avec Innis Killing qui, on va dire, domine le secteur. Mais bon, voilà, avec des Vidal, des Riesling. On m'avait fait goûter certains chardonnays sur Prince Edward County et dans ces secteurs-là qui étaient. Je crois qu'il y a aussi Pili Island de mémoire, mais des chardonnays assez fins. Mais j'ai pas trouvé de vin qui. Mathieu, assez peu. Mathieu nous parle de Cave Spring Cellars en Gamay apparemment, donc ça je connais pas, mais écoute. Alors par contre Finger Lakes, qui est connu pour ses huîtres,
donc c'est parti aux Ouais. États-Unis. C'est aussi des très beaux secteurs pour des Riesling, des Gewürztraminer que j'ai goûté récemment qui ont vraiment des très intéressants. C'est plus des secteurs à blanc, parce qu'il quand même il fait assez frais. Ouais, c'est vrai. Mais le gamay, ça ne Why m'étonne not, pas hein. parce que, Ouais. ouais, ça, enfin, après, qui je suis pour dire oui ou non, mais ça ne m'étonne pas. Je le ressens comme ça. Alors, tu voulais nous Ouais, parler voilà. d'une dernière bouteille avant d'aller prendre l'apéritif. Ouais, voilà, exactement. On va revenir plus près de chez nous. On peut pas aller skier là-bas, mais les bouteilles peuvent venir à nous. On va Ah, alors, bon, Oui, pardon. La région la plus connue, c'est le Valais en Suisse. ouais. Ce qui est intéressant en C'est Suisse, une petite Arvine, hein, c'est pas le c'est raisin. oui, voilà, c'est une petite hermine qui venait justement, c'est que en gros, il y a 15 000 hectares de vignes en Suisse. Le Valais, représente un tiers, c'est la plus grande. Ce qui est pour moi le plus intéressant, bien sûr, il y a des grands terroirs, mais aussi il y a des grands cépages qui sont endémiques. La petite Arvine, il y a 200 hectares qui sont majoritairement dans ce secteur. Il y en a un peu dans Val d'Aoste, mais là où on trouve les plus grands résultats, c'est ici, vers Fuy, notamment sur des terroirs granitiques. C'est un vin qui n'a pas forcément pas de comparer à autre chose, parce que c'est vraiment un vin de montagne, avec ces tonalités un peu fleur de montagne, justement. Et puisque le Valais, c'est quand même un secteur qui est très particulier, notamment pour un vent chaud qui s'appelle le Föhn. De mémoire, en allemand, ça veut dire sèche-cheveux ou un truc comme ça, qui en fait balaye toujours. Je peux pas t'aider là. Là, tu peux pas m'aider. Qui balaye justement les vignes d'un vent chaud. Donc en fait, il y a cette dualité entre l'altitude qui permet naturellement d'avoir un peu plus de fraîcheur et ce vent qui permet justement d'avoir un peu de concentration. Et quand on va au mois de juillet, août dans le Valais, il fait chaud. On se dit, c'est pour ça que c'est quand même c'est un pendant de la vallée du Rhône et ça fait extrêmement sens. Et c'est pour ça que quelquefois on est obligé d'irriguer Alors, pour. on peut irriguer là-bas. On peut Ouais. irriguer là-bas. Je pense que les bons vignerons limitent cet exercice, même si parfois on peut le faire de manière intelligente et pour avoir de meilleurs résultats. Et la petite hermine, ça sent souvent la glycine. C'est bien mûr, c'est enveloppant, il y a cette très minérale. Ouais, C'est pas forcément acide. C'est toujours acide. ouais, c'est plutôt un Et vin très élégant. c'est un vin dans l'onctuosité Oui. et la Sans souplesse. être, sans être une Marsanne ou une Roussanne, il y a quand même pas forcément cette largeur qu'en secteur comme par exemple l'Ermitage, mais il y a une certaine, c'est vrai qu'il y a une certaine onctuosité, un caractère nappant. À savoir que dans le Valais, il y a, pour moi c'est pour ça que j'appellerais ça la haute vallée du Rhône, haute parce qu'elle est un peu plus haut en altitude, mais Ouais. dès qu'on retrouve les beaux cépages rhodaniens, le Gamay, la Syrah, sur la baie de Chamoison. On a la confirmation, ça veut bien dire sèche-cheveux en allemand. Ouais. Ah, je savais Bravo. bien que Villa Palaija, Bravo. ça ne voulait pas dire que ça. Il pouvait faire autre chose. Après, bon, le Valais, ce qui est intéressant, c'est toute la diversité, bien sûr, de terroirs. S'il y a un cépage qui est planté au bon endroit, ça fait des vins fabuleux. On pense bien sûr au fendant, qui est l'autre nom pour, chez nous, on retrouve sous le nom de chasselas. Mais le Valais, c'est fascinant. Il y a 1001. Il y a beaucoup de vignerons qui sont intéressants. Ça mérite vraiment le détour. Ils aiment bien accueillir les Français. Bon, le petit bémol, c'est que c'est vrai que quand on voit le SMIC suisse, on voit que c'est pas le même SMIC qu'en France. Donc, ça se ressent un peu aussi sur le prix des bouteilles, malheureusement. Ce sont des vins qui sont un peu plus chers que ce qu'on peut avoir on va dire, à gamme équivalente. Pour autant, c'est un pays qui est magnifique visuellement, mais qui produit des vins fabuleux. Bon, Pierre, je resterai à t'écouter. On a passé quelques nuits autour de quelques bouteilles. Ah oui. On ne dit pas tout. Ne dit pas tout. Bon, je voulais juste vous montrer mon dernier achat. C'est donc c'est le petit kit de dégustation qu'on envoie parce que avec le confinement, on a été obligé de faire les formations à distance. Ah oui. Voilà, donc on a conditionné 7 vins de 1 à 7, vous voyez, donc sur le niveau 1 de la revue des vins de France Académie. Donc vous recevez le petit kit avec le petit bandeau pour la dégustation intuitive. Voilà.
Voilà. Donc, vous pourrez nous retrouver. Et puis, les formations ont eu tellement de succès que on a décidé de continuer à faire ça en ligne. Donc, c'est des formations qui durent 7 heures et vous avez des amis comme Pierre qui sont là en capacité de partager leur passion toute la journée, de donner envie, de tirer les ficelles du terroir, de les partager avec vous. Bon, Pierre, je te dis un grand merci. Mais de rien, c'était un plaisir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, malheureusement, avec le confinement et tout ça. En tout cas, très belle chance, beaucoup de bonnes choses pour toi, pour ta finale. Merci. Quand ça sera possible, on croise les doigts, on sera avec toi. On se retrouve dans 15 jours. Avec Cyril Tota pour aller vraiment travailler sur le toucher du vin. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis, n'hésitez pas à passer donc à Soif d'ailleurs. Vous pourrez retrouver tous les vins dont Pierre a parlé ce soir. Pierre, je te laisse peut-être un petit mot de la fin. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, un bon apéritif. Et je te laisse conclure, Pierre, le mot de la fin à toi. Écoute, le mot de la fin, buvez sans réserve. Vous verrez, je peux pas vous dire plus, mais buvez avec intérêt. Il y a on a perdu Pierre. Bon, je vais conclure à la place de Pierre finalement. Comme on dit dans le Beaujolais, cœur ouvert et large soif. Voilà, soyez heureux, dégustez bon, avec modération quand même. Et on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans une quinzaine de jours. Et n'hésitez pas à passer à Soif d'ailleurs. Venez apprécier, goûter tout ce qu'on est en capacité de vous proposer. Merci à vous. Excellente soirée à tous. Merci, à bientôt. Merci Thomas. À bientôt. Au revoir Anaïs. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous.